Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. On va recevoir dans un instant Olivier Mounsami. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Il est conseiller municipal là, pour lui, membre de la commission de communication. Il a beaucoup de titres, hein. On va aller voir tout à l'heure. Après, on va recevoir M. Tirolien, représentant de l'association Racine, puisque vous savez, c'est le mois de l'Afrique. Caroline Alix, la chroniqueuse de ZCL News, viendra parler de façon d'apaiser les relations. Elle sera accompagnée de membres de l'AMAC, avocate aussi, chronique apaiser les relations. Joséphine Landine, présidente de l'association José la Nature, sera avec nous. Et puis on va terminer avec Maëla Boulardin, qui est lycéenne et qui va l'accompagner. Pour les titres, c'est Iman News. Bonjour. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'actualité sera courte. On va parler de la visite du président de la CCI France qui visite nos entreprises à la rencontre des chefs d'entreprise pour connaître mieux les spécificités et difficultés de notre territoire. Il s'est rendu sur Petit Canal pour visiter l'entreprise Paradis des Noix. On viendra sur ce sujet. On parlera aussi de planteurs de cannes qui sont entendus par les élus, mais qui sont toujours en attente de solutions. L'actualité est très brève aujourd'hui. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. On va commencer avec Olivier Mounsami. Alors, Olivier Mounsami, on l'a invité parce que c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, réfléchit sur beaucoup de problématiques liées à la communauté indienne de la Guadeloupe. On se connaît depuis longtemps, il ne faut pas le cacher. Et sur ce titre-là, j'aimerais bien avec lui parler un petit peu de ce qui se passe depuis quelque temps, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui se sont faites. On a vu une grande Diwali, on a vu l'arrivée d'un ambassadeur récemment qui a parlé au niveau économique. Il y a eu un groupe, puis deux, puis trois, plus un seul et demi. Alors, pourquoi ça bouge autant dans la communauté indienne de la Guadeloupe? Alors, tout d'abord, vous le savez, Danick, je n'aime pas le terme communauté indienne de Guadeloupe. Je sais. Donc, les Guadeloupéens d'origine indienne ou les Ni Indo-Guadeloupéens, comme vous voulez, mais le terme communauté ne me convient pas du tout. Donc, vous le savez très bien, on a l'occasion d'en discuter. Oui. Et je connais votre côté provocateur, donc j'imagine bien que c'est parce que vous saviez que j'allais faire cette réponse. Donc, alors, pourquoi ça bouge? Effectivement, bon, ça bouge, le monde bouge, les relations bougent. Il y a un besoin de plus en plus pressant d'évoluer, mais d'évoluer dans le bon sens. On se rend compte que, et je crois que ça a été dit lors du passage de l'ambassade de l'Inde en France ici, beaucoup de gens ressentent une absence de lien entre la terre des ancêtres et la Guadeloupe, si bien qu'aujourd'hui que des opportunités se présentent, donc ça bouge dans tous les sens et les gens veulent aller un peu plus loin. Donc, mais bouger ne veut pas dire forcément évolution positive. Le tout, c'est que ça soit contrôlé et qu'il y ait bien un objectif précis derrière et qui réponde aux aspirations de la majorité, en tout cas à un véritable besoin. Alors, je vais faire un petit retour. S'il y a à peu près 10-15 ans, on souffre les Indiens, les Guadeloupéens d'origine indienne, c'est le bon terme, on ne dit pas indo-guadeloupéen, souffraient beaucoup du racisme et on parle aujourd'hui beaucoup du vivre ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que ce vivre ensemble a progressé entre les afro-descendants et les Indiens, les Guadeloupéens d'origine indienne? Oui, les choses évoluent et on le disait souvent aussi, vous avez évoqué tout à l'heure le long passé qu'il y a entre nous et je me rappelle lorsque nous animions ensemble une émission sur une radio locale où nous évoquions des faits d'actualité à la fois de l'Inde, de tout ce qu'on appelle la diaspora indienne et aussi de la Guadeloupe, on évoquait un certain nombre de problèmes liés au manque de connaissances, à l'absence de connaissances. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le racisme du côté indien anti-nègre ou du côté nègre anti-indien, il s'explique par des raisons historiques. L'histoire de la Guadeloupe fait qu'il y a eu des antagonismes, des rivalités très fortes qui sont nées ou qui ont été entretenues entre ces deux principales composantes du peuple guadeloupéen. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on évolue, que la connaissance évolue, on se rend compte que même si on a des faits historiques pour les expliquer, mais on peut mieux aussi faire en sorte que cela s'apaise. Mais je ne suis pas
persuadé, je ne suis pas convaincu que ça ait complètement disparu. On voit des pays autour de nous qui ont une expérience, j'ai envie de dire, plus avancée que nous en termes d'émancipation et de relations entre ces deux composantes, et le problème perdure encore. Il ressurgit à des moments particuliers. Donc, je ne suis pas convaincu que ça va disparaître complètement, mais il faut faire en sorte que, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez employé, que nous arrivions à mieux vivre ensemble entre ces deux composantes principales. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis? Alors, je crois qu'il faut effectivement que nous continuions à essayer de nous approprier nos histoires communes. Nous avons, même si nous venons de deux terres différentes, les terres de nos ancêtres sont deux terres différentes, mais il y a beaucoup de points communs entre ces deux origines. J'évoquais souvent, nous sommes deux civilisations du tambour, nous sommes deux civilisations où les esprits, même si on les appelle pas les esprits, mais le rapport à la divinité, à une force supérieure, à la spiritualité est très fort. Donc, il y a beaucoup de points communs entre nos deux civilisations. Et donc, il n'y a pas de raison que nous nous opposions forcément, mais à part les raisons historiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et très certainement, ça peut arranger certains, hein, que nous continuions à nous battre entre nous. Mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, une meilleure connaissance de nous-mêmes et des autres, et une prise en compte du fait que nous appartenons à un même pays, que nous constituons un même peuple, une même nation, peut nous faire contribuer à améliorer ce vivre ensemble. Et bon, j'ai dit que je ne suis pas persuadé que tout va disparaître, mais je pense qu'on peut tendre à une amélioration sensible de nos relations dans le cadre d'une construction d'un destin commun. Alors, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est l'Association guadeloupéenne des Amis de l'Inde, puisque historiquement, vous avez beaucoup contribué à cette association. Elisita Lou l'a reprise il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu plus difficile pour lui aujourd'hui de faire avancer cette association. Alors, je ne sais pas si c'est difficile ou plus difficile pour lui. Je crois que le monde associatif culturel, si on va employer le terme de guadeloupéen, connaît ce que le monde culturel guadeloupéen connaît, ce que la Guadeloupe connaît, tant sur le plan associatif que politique. Vous savez, très souvent, vous fondez une association, vous travaillez ensemble, il suffit qu'il y ait un désaccord ou 2 désaccords avec quelqu'un et ça aboutit à la création d'une autre association. C'est-à-dire que quelqu'un qui est avec vous, qui partage les mêmes objectifs que vous de l'association, parce qu'il y a un malentendu ou une incompréhension ou un désaccord qui peut ne pas être profond avec vous, bien, il s'en va, il crée son association, et très souvent on se rend compte que la plupart des associations qui ont été créées par des gens qui ont quitté les Amis de l'Inde, vous regardez les statuts de l'association, les objectifs principaux, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans ceux définis par les Amis de l'Inde. Donc alors c'est peut-être ça qui explique que le démarrage est difficile, mais je crois que ce que je peux dire sur la posture d'Elisita Lou est dans une posture de rassemblement le plus large possible, et je crois que ça vaut le coup de continuer dans ce sens-là. Parce qu'il a déjà beaucoup fait en ce sens-là pour des rapprochements entre les deux communautés, et c'est tout à fait particulier. Je salue l'arrivée de M. Tyrolien, de l'association Racine, le mois de l'Afrique. Je voudrais quand même revenir avec vous sur une manifestation qui a eu lieu il y a quelque temps pour lui, c'était pour Sinan Barom. Je suppose que vous savez ça, le rôle qu'il a joué... C'est un Petit Canal. Un Petit Canal, pardon, pas pour le Petit Canal, pardon. Et le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la Guadeloupe, pas seulement dans l'histoire des Indiens de la Guadeloupe, des Guadeloupéens d'origine indienne ou des Indo-Guadeloupéens comme on veut, mais il a joué un rôle fondamental. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas encore pris toute la place qu'il faut dans l'histoire de notre pays. Alors, effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la réédition du livre Processus de Barom par la région, de la présentation de cette nouvelle édition, il y a eu une manifestation au
centre culturel de la culture indienne de Petit-Canal, qui a été d'ailleurs créé entre autres par l'Association des Amis de l'Inde. Et donc, à cette occasion, les deux collaborateurs principaux à cette réédition, M. Boutin, qu'on ne présente plus, l'historien, et M. Kailachon, ont développé des aspects de la vie de Sinobarom que beaucoup ne connaissent pas, et effectivement, qui le font sortir de ce carcan dans lequel on l'avait installé, où on le présentait uniquement comme défenseur des droits civiques indiens, mais ils ont bien démontré que son engagement dépassait les Guadeloupéens d'origine indienne. Alors, pour revenir à votre question précise, alors, je crois que ce qui était pour autant pour nous, les Guadeloupéens d'origine indienne, c'est qu'il s'est battu pour que les Guadeloupéens d'origine indienne de l'époque deviennent des citoyens. C'est le combat pour la citoyenneté. Alors, certains diront qu'on le remercie pour nous avoir permis d'acquérir la nationalité française, mais pour moi, au-delà de la nationalité française, c'est la citoyenneté, puisque je le dis souvent à ceux qui discutent avec nous, si nous étions dans la situation inverse, par exemple, de ceux de nos compatriotes, de nos amis de la Caraïbe, s'il fallait se battre pour que ce soit des immigrés qui viennent des comptoirs français pour qu'ils soient citoyens, ben, ils se seraient battus pour leur citoyenneté anglaise à l'époque. Donc, ce n'est pas le combat en lui-même pour moi, ce n'est pas le fait d'acquérir la citoyenneté française, mais d'acquérir la citoyenneté tout court, dans le contexte historique dans lequel nous étions à l'époque. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et vous pensez qu'il a sa place, toujours la place méritée dans la société guadeloupéenne? Alors, je ne sais pas s'il l'a encore, mais je crois qu'il faut faire en sorte que... Mais pas Sinobarom seulement, je crois que... Et là aussi, quand on parlait tout à l'heure de ce qu'il faut faire pour apaiser les tensions, entre guillemets, entre les deux principales composantes du peuple guadeloupéen, je crois que... Je disais qu'il fallait développer la connaissance, mais il y a des gens comme Sinobarom, il y a beaucoup d'autres Guadeloupéens d'origine indienne qui ont contribué dans notre domaine à l'édification de la Guadeloupe d'aujourd'hui, et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens l'ignorent. Donc peut-être qu'il faut... et quand je le dis, je pense à un livre qui est sorti à Trinidad il y a une vingtaine d'années, s'intitule The Heroes of the People of Trinidad and Tobago. Et dans ce titre, il mettait en évidence tous les Trinidadiens d'origine indienne qui avaient contribué à l'édification de la nation trinidadienne, du peuple trinidadien. Et ce qui était significatif, c'est qu'il y en avait beaucoup. Alors pour ceux qui ne savent pas, dans l'histoire de Trinidad, notamment sur les Indiens, il y a eu l'influence d'une église, l'église presbytérienne. Oui. Et beaucoup d'Indiens qui se sont convertis au presbytérianisme, ils ont changé carrément d'identité. Donc vous retrouvez beaucoup d'Indiens de Trinidad qui portent des noms anglais. Oui. Et lorsque vous les voyez désignés devant vous, et dans ce livre notamment, on mettait en avant un certain nombre d'entre eux qui ont joué un rôle très très important de l'édification de Trinidad, mais beaucoup de gens même ne savaient pas que c'était des gens d'origine indienne. Donc je crois que là aussi, il y a un travail à faire sur tous ces Guadeloupéens, quel que soit le domaine économique, culturel, qui ont contribué à la construction de la Guadeloupe d'aujourd'hui, et peut-être que on sortirait de l'ignorance, en tout cas de la méconnaissance, et peut-être que ça favoriserait un certain nombre de choses. Alors je reviens vers vous tout à l'heure, je donne la parole à M. Thiroulien qui représente l'association Racine. Oui, le mois de l'Afrique a commencé déjà depuis 2 semaines, 3 semaines déjà? Depuis 2 semaines, le 3 février. Samedi 3 février, c'était la cérémonie d'ouverture. Oui. Et le mois de l'Afrique se poursuit jusqu'au 1er mars. Et samedi, il y a une grande manifestation, je crois. Alors samedi, c'est une très grande manifestation. C'est la 7e édition de l'élection de la Reine de Saba. Oui. Alors c'est quoi la Reine de Saba pour les gens qui ne savent pas? Alors pour les gens qui ne savent pas, la Reine de Saba, c'est un concours qui veut mettre en avant la beauté de la femme noire. Donc c'est un concours qui est ouvert à toutes les femmes qui veulent montrer leur beauté. Il n'y a pas de... je dirais, de restrictions de taille, d'âge, de morphologie. L'élection est ouverte à tout le monde. Et effectivement, c'est de montrer la beauté de la femme noire, donc au naturel, et sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'éloquence, de la prestance. Et du coup, c'est le but de cette élection, c'est de mettre en avant donc les attributs de la femme africaine, afrodescendante. Alors, justement, je vous pose la question à vous deux, parce qu'il y a 2 jours, j'ai reçu ici Miss India, qui appelait à
une manifestation qui aura lieu, je crois, au mois de mars aussi, pour la prochaine Miss India. De ce côté, on a mis la reine de Saba. Oui. Alors, est-ce que, je pose la question, est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a une connexion entre ces deux élections, parce que l'une, c'est une afrodescendante, enfin, on valorise l'afrodescendance, et de l'autre côté, l'origine indienne. Comment gérer ça dans un petit pays comme la Guadeloupe? Alors, je vais retenir de ce qu'a dit M. Tirolien. Il a employé de la femme noire. Il a parlé de la femme noire. Oui. Alors, là aussi, quand on parlait tout à l'heure de connaissances, de mots qu'on employait, la femme noire, est-ce qu'une femme indienne en Guadeloupe, est-ce que ce n'est pas aussi une femme noire? justement, j'allais dire que dans notre conception, nous considérons que oui. Donc, pourquoi je le dis? Parce qu'il fut un temps en Guadeloupe, on parlait des Noirs et des Indiens. Voilà. Donc, on parlait d'évolution aussi. Donc, les choses évoluent, on parlait créole. Créole et les Indiens. Donc, il y a un travail à faire. Et là aussi, alors, qu'on fasse Miss India ou reine de Saba, on voit bien que de part et d'autre, il y a votre association s'appelle Racine, donc il y a une recherche d'approfondissement de la connaissance de ces racines, mais ça n'empêche pas que ce qui est important, c'est que ce sont des racines de même arbre. Quand on est en Guadeloupe, ce sont des racines de même arbre. Donc la deuxième question, bien sûr, c'était est-ce qu'une Indienne peut venir à Miss Saba? Oui, bien sûr. Et justement, c'est ce que j'allais répondre à monsieur, c'est-à-dire que dans notre conception de l'africanité avec un grand A, l'indianité est comprise. Donc, bien sûr que oui. Et justement, pour répondre à votre question, ce n'est pas compliqué du tout de mélanger les deux, puisque nous sommes dans ce pays Guadeloupe, il y a la communauté indienne, la communauté afrodescendante. On parlait de vivre ensemble tout à l'heure. Et oui, vous parliez de vivre ensemble. Ben justement, c'est justement d'avoir ce concours Miss India qui met en avant la communauté indienne, le concours qui met en avant Alors, la je vous pose la communauté question que je veux poser à Marie-Josée Tel, mais enfin, vous allez pouvoir répondre de toute manière. Oui. Il y a peut-être 30 ans, je parlais tout à l'heure du racisme à l'égard des Indiens de la Guadeloupe, des Guadeloupéens d'origine indienne qui existaient et qui semblent s'apaiser. Et il m'a dit que ça semble s'apaiser, je suis tout à fait d'accord. Il y a peut-être 30 ans, un petit peu plus, le retour vers l'Afrique, se considérer comme africain ou afro-descendant en Guadeloupe, c'était vraiment la pire des choses. Est-ce que vous avez le sentiment avec le mois de l'Afrique que les choses commencent là aussi à s'apaiser? Alors moi-même, j'ai 30 ans, oui, donc je ne pourrais pas dire il y a 30 ans, mais en tout cas de mon expérience personnelle de vie, je me souviens que quand j'allais à l'école primaire, quand j'étais vraiment petit, j'avais des ensembles africains que je mettais et j'avais 2-3 élèves qui avaient 2-3 réflexions, des moqueries. Et aujourd'hui, quand je me balade dans la rue, je vois beaucoup d'ensembles, je vois beaucoup de personnes qui sont fières de représenter leur ascendance africaine. Donc je dirais que ça a beaucoup changé au sein de la population guadeloupéenne. On voit, par exemple, là, on vient de terminer la période carnavalesque. J'ai vu beaucoup de groupes mettre en avant l'africanité et l'ancestralité de leur origine par le biais de différents costumes qui mettaient en avant les Zoulous, différentes tribus africaines. Donc je dirais que c'est un processus qui est en bonne voie. Et oui, je pense que maintenant c'est beaucoup plus facile pour un afrodescendant en Guadeloupe de dire je suis africain qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans où c'était très mal vu. On parle du Goka, par exemple, beaucoup d'anciens vous disent que de leur époque, jouer du Goka c'était très mal vu. C'était à Vieux-Nègre, etc. Il y avait beaucoup d'expressions comme ça. Aujourd'hui, le Goka est bien vu, le Goka séduit notamment les jeunes. Donc je pense que oui, il y a une évolution positive autour de la conception et l'identité africaine des Guadeloupéens. Une dernière chose, Olivier, au niveau de la culture guadeloupéenne, l'apport justement des Guadeloupéens indiens, est-ce qu'on le ressent aujourd'hui au niveau de la danse, au niveau du boire et manger? Bon, je sais que le plat national en Guadeloupe, c'est le colombo, bien évidemment, mais au-delà de ça. Non, moi je crois que de plus en plus, ce ne sont plus que les Guadeloupéens d'origine indienne qui mettent en avant les différents faits qu'on peut considérer faits culturels indo-guadeloupéens. Je crois que ça commence, on parlait d'évolution, il y a une appropriation par tout le monde qui commence à se faire. Et il y a des choses qui me font rire. Par exemple, tout le monde aujourd'hui parle du moringa. Oui. Tout le monde a adopté le moringa. Or, le moringa,
en Guadeloupe, moi, vous avez 30 ans, moi j'en ai 60, quand j'étais petit, ma grand-mère, les Indiens utilisaient ce qu'on appelle aujourd'hui le Mouinga, que tous les Guadeloupéens connaissent, soit sous le nom de Moulinkile, soit sous le nom de Sadjan. Donc, il y a des choses que d'autres utilisent sans forcément savoir que c'est d'origine indienne, mais il y a une vulgarisation de beaucoup d'éléments de la culture guadeloupéenne d'origine indienne par tout le monde. Donc oui, les choses évoluent dans ce sens-là. Alors très rapidement, le rappel des prochaines manifestations. Alors vous avez parlé de samedi, l'élection de la Reine de Saba qui aura lieu à 20h, donc à la médiathèque Robert Loison au Moule. Nous avons dès ce soir à 19h à la médiathèque du Lamentin une conférence sur comment concevoir notre langue que l'on appelle créole. Donc c'est une conférence qui sera tenue par plusieurs intervenants. Nous avons Jean-Luc Divial Jolo qui est un écrivain, Bled Maiki qui est un artiste, Dominique Monotuka qui est un avocat et Steve Olivier qui est un professeur de langue guadeloupéenne qui vont justement débattre sur comment concevoir notre langue ici en Guadeloupe. Donc nous avons d'autres conférences majeures d'ici le 1er mars qui sera la cérémonie de clôture. Laissez-moi citer la conférence du 28 février avec Amazama d'Afro City International qui aura lieu le 28 février à l'espace Saint-Dominique à Dugazon-Zabim, donc à 19h également. Et la cérémonie de clôture qui aura lieu donc le vendredi 1er mars à l'instant. C'est un défilé panafricain qui est sous la direction de l'artiste Joël Ursule. Bien, vous remercie tous les deux. On note ça. Bien sûr, Olivier qu'il faut rouvrir parce qu'il y a d'autres butins encore pour nous pas parler. Nous ne pouvons même parler du JPLI, etc. Et donc, on va prendre la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Caroline Alix et Marie-Ali Gugnon. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ZCL News. Nous allons recevoir dans un instant Caroline Alix. Bonjour. Bonjour. Elle est accompagnée de Maître Marie-Ali Gugnon. Bonjour. Bonjour. C'est son premier ZCL, pas son dernier. Et on va parler tout à l'heure du harcèlement moral et administratif dans l'administration. Mais avant, on fait un petit tour sur l'actu avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler de la visite du président de la CCI France, donc qui va à la rencontre des chefs d'entreprise. Et il a pu se rendre à l'entreprise Paradis Noir sur Petit Canal pour pouvoir justement rencontrer ses dirigeants et voir mettre en lumière ses actions d'accompagnement. On va voir un reportage de Charlie Dagonia. Paradis des Noix, c'est une entreprise qui se spécialise dans tout ce qui est transformation de noix. On parle de toute forme de noix, des amandes, des noix de cajou, des noix du Brésil, etc. Et notre particularité, c'est d'en faire des enrobages à partir de fruits, d'épices et de légumes locaux. Et donc, en fait, de développer des saveurs qui n'existent pas encore sur le marché. La beauté de la chose aujourd'hui, c'est qu'il y a un ensemble de partenaires qui viennent pour appuyer de tels projets et pour faire en sorte que ça aboutisse. C'est un très beau projet qui a pour ambition de transformer les produits. Donc c'est de la grosse transformation. Des noix qu'on transforme, qu'on enrobe avec les saveurs du pays et qui fait que ça soit un produit authentique et originel. Alors, premièrement, elle est belle. Elle est belle et elle est bonne. D'accord ? Elle est belle parce que, vous avez vu, c'est locaux, tout est neuf à l'intérieur. Le produit est beau. Donc la noix, c'est un beau produit. Et puis c'est bon, c'est doublement bon. C'est bon parce que c'est bon au goût, avec une originalité extraordinaire. Alors moi, j'adore le gingembre. Donc les noix de cajou au gingembre, c'est super bon. Et puis elle est bonne parce que vous avez compris que derrière cette entreprise, il y a un projet sociétal qui est de verser une partie des bénéfices sur des œuvres caritatives. Et je trouve que c'est ça l'entreprise moderne. Venir voir une entreprise, le Paradis des Noix, vous imaginez ce que c'est ? C'est-à-dire c'est les noix sous toutes ses formes, au chocolat, à la groseille, naturelle. C'est incroyable cette petite entreprise. Comment, elle s'est créée, c'est une histoire de famille. 2, comment elle regarde déjà vers l'étranger, des Japonais, des Canadiens, des Américains qui s'intéressent
à la façon dont on fait les noix. Alors, les noix, en réalité, c'est pas le sujet, c'est ce qu'on met autour. Et là, je peux vous dire, j'ai dégusté. J'encourage tous les Guadeloupéens à venir déguster à Petit Canal. C'est dire que comment la région accompagne effectivement à hauteur de 75% cette entreprise, parce qu'on a bien vu qu'il était nécessaire de donner un coup de pouce à cette entreprise. C'est une jeune Canalienne qui a des idées innovantes, qui a voulu aussi revenir au pays pour dynamiser son territoire, et ça rentre effectivement dans la stratégie de la région Guadeloupe. Les noix, parce que j'adore ça et que c'est une passion de les transformer maintenant, mais avant c'était surtout une passion de les déguster. Et je dis santé parce que c'était important pour nous de pouvoir développer un produit qu'on peut manger sainement sans se dire qu'il y a énormément de sucre. Donc on a beaucoup travaillé en recherche et développement pour sortir un produit qui est très sain. En tout cas, bon œufs avec des noix comme ça, c'est bon. Ça correspond. Bien, alors, venons à des choses beaucoup plus sérieuses. Première chose, je salue Marianne Guyon d'être avec nous. Merci d'être là. Alors, la première question que je vais vous poser, rappelez-vous ce que c'est que la MAC. Donc, la On MAC. va générique tout de suite après. D'accord. Allez-y. La MAC, Oui. Association des médiateurs et arbitres caribéens. Oui, ça c'est vraiment exactement. Donc nous sommes une association d'abord de médiateurs et ensuite d'arbitres. Nous intervenons sur tous les champs de la médiation, dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines juridiques, bien évidemment, les problématiques familiales, les problématiques de succession. Nous intervenons aussi auprès des tribunaux, tribunal judiciaire, tribunal administratif et parfois aussi les contentieux du travail. Les contentieux du travail, on a fonction publique, donc toutes les fonctions publiques, les difficultés au sein des collectivités et puis le travail salarié classique, c'est-à-dire les relations professionnelles entre les salariés, avec la hiérarchie, avec peut-être un directeur de service. Dès que nous avons une problématique avec une partie humaine, avec des difficultés de personnalité, avec un conflit en dehors de l'aspect juridique, mais qui comporte un aspect humain, un affect qu'il est possible de régler autrement que se diriger systématiquement vers la voie juridique, la médiation a toute sa place. Alors, Caroline, comment le tribunal administratif peut désigner la MAC en qualité de médiateur? Comment ça se passe? Alors, on a signé une convention, le bâtonnier a signé, c'était le temps de bâtonnier Bangou, Tania Bangou, elle avait signé une convention avec le tribunal administratif et AMAC, avec le bâtonnier Démocrite, Evelyne, ils avaient tous travaillé sur ça. Et donc sur le tribunal administratif, on est souvent désigné dans les dossiers de harcèlement moral. C'est pourquoi Mariali, qui fait plus de droit public que moi habituellement, eh bien, elle s'est proposée pour expliquer aux ZCL comment ça se passe dans la fonction publique, le harcèlement moral et comment on le traite en médiation. Alors, quel est l'avantage, Mariali, d'avoir la MAC justement pour ce genre de médiation? L'avantage, il est d'abord sur le plan de la procédure et ensuite sur le plan humain. Quand je parle sur le plan de la procédure, c'est-à-dire que quand on sera avocat, on va construire un dossier, on va d'abord écouter le client, chercher à comprendre la problématique, rassembler des faits, structurer un dossier, monter une stratégie. Ça, c'est la casquette avocat. Lorsque, par contre, l'avocat qui est formé à la médiation, qui a été diplômé et du coup qui a appris à faire de la médiation au sein d'une administration, peut mettre en place un processus qui est totalement différent. Qu'est-ce que nous avons comme avantage? On peut partir sur qu'est-ce qui est à l'origine du conflit humain? Qu'est-ce qui est à l'origine du conflit de personnalité? Qu'est-ce qui fait qu'au sein d'un service, généralement une collectivité, au sein d'une mairie, fonction publique hospitalière, en plus de la charge émotionnelle, en plus de la charge de travail, qu'est-ce qui est à l'origine du conflit humain? À côté, bien évidemment, s'il y a des règles de droit qui doivent être appliquées, les règles de droit doivent être appliquées. La légalité ne peut pas être mise de côté avec un conflit humain. Mais dans la médiation, nous pouvons d'abord traiter le conflit humain, d'abord traiter le conflit de personnes, d'abord chercher qu'est-ce qui enraye la machine, qui fait que le service ne peut pas fonctionner correctement. Ce qui n'est pas possible de faire devant un juge, parce que le juge, il applique la règle de droit, en fait. Alors, est-ce qu'il faut comprendre, Caroline, qu'aujourd'hui, l'avocat AMAC, c'est un avocat un peu spécialisé par rapport à l'avocat qui ne l'est pas?
Oui, au sein... Autrement dit, est-ce que tous les avocats doivent être formés à la médiation aujourd'hui? Alors, c'est... Comment expliquer? Il y a quand même cette fibre humaine que tout le monde n'a pas, et c'est pourquoi c'est sur la base du volontariat. Donc chaque avocat se sent ou pas impliqué dans une formation plus humaniste, finalement, et moins en lien avec le droit que finalement la personne. Voilà, soit on envisage le droit et la règle de droit pure, soit on se concentre sur la personne. Et c'est vrai que la personne, elle a des enjeux systémiques beaucoup plus complexes que le simple plan juridique. On le voit dans les émissions. Il y a plein de thématiques abordées autour de l'homme, de l'humain, au ZCL. Ça reste le centre d'attention, c'est l'homme. Mais voilà, il y a différentes disciplines et différents experts qui interviennent. Ben, c'est un peu pareil. Il y a des avocats plus sensibles, plus humanistes qui vont se former. Ça a un coût en temps, en argent, et c'est un vrai effort que je voudrais mettre en valeur aujourd'hui, parce qu'on est une quinzaine. Aujourd'hui, c'est Marie-Ali qui s'est proposée de présenter sa matière, qui est le droit public, en lien avec ce partenariat avec le tribunal. Mais on a aussi d'autres confrères très investis qui méritent la lumière du ZCL. Bien, alors je reviens à Marie-Ali, effectivement, pour vous demander comment faire dans le cadre d'une situation de harcèlement moral en qualité d'avocate. Alors, en qualité d'avocat, on va rassembler tout ce que nous avons comme éléments. Rassembler les éléments, ça sera d'abord écouter la problématique, ensuite accompagner, parce qu'on va rassembler un certain nombre de faits. Les faits, des courriers, ça peut être des mails, ça peut être des textos, bien évidemment. Tous les échanges, tous les faits qui, mis bout à bout, vont permettre de révéler une situation de souffrance au travail, une situation qui est parfois mise en œuvre par le supérieur hiérarchique ou par les collègues de travail, malheureusement. Même par les collègues de travail? Malheureusement. Oui. Dans les faits de harcèlement moral, on trouve soit des situations orchestrées par un service, 2-3 collègues de travail, ou orchestrées aussi par le supérieur hiérarchique. C'est pour ça que la notion de conflit humain est très importante quand on est dans le cadre de la médiation. Donc l'avocat va nourrir son dossier, il va chercher à comprendre le contexte dans lequel l'agent travaille, le type de concours, le type de formation, les difficultés que auxquelles l'agent est confronté au quotidien. Et ensuite, avec ces éléments-là, ça peut être la mise à l'écart des fonctions habituelles, ça peut être la mise au placard, oui. Ça peut être le retrait du véhicule de fonction, oui. Ça peut être, vous étiez responsable d'une structure, où vous travaillez avec 3 ou 4 personnes, et puis on vous isole complètement, et vous vous retrouvez à ne rien faire, vous devenez un agent inutile. On vous fait comprendre que vous êtes devenu un agent inutile. Donc on voit un peu la charge émotionnelle et la douleur de la personne qui se retrouve complètement écartée de ses fonctions habituelles. Et au fur et à mesure, malheureusement, on vous fait comprendre que vous êtes incompétent. Oui. On vous fait comprendre que vous ne servez à rien et que du coup, votre carrière professionnelle se résume à « je ne sais plus rien faire ». Émotionnellement, c'est terrible. Oui, sur le plan aussi de l'évolution professionnelle, vous n'avez plus envie de progresser, vous n'avez plus envie d'apprendre. Vous n'avez plus envie d'apprendre, vous n'avez plus envie de travailler. Donc, on se retrouve dans cette logique qui est extrêmement douloureuse. L'avocat, il accueille toutes ces difficultés et il met en place un procédé, il met en place sa stratégie pour que nous puissions, au bout du bout, nous retrouver devant le juge administratif et lui présenter suffisamment d'éléments, suffisamment de faits qui, mis bout à bout, comme je le disais tout à l'heure, vont démontrer que la situation de harcèlement moral, la situation de harcèlement professionnel est avérée. Et ensuite, retournement de la charge de la preuve, il appartiendra à l'employeur, l'administration, de démontrer que non, la façon dont nous avons travaillé avec cet agent, les dispositions qui ont été prises avec cet agent ne relèvent pas de la situation de harcèlement moral, mais soi-disant, relève de l'intérêt du service et de l'intérêt public. Donc ça, c'est la casquette avocat. Alors, on va revenir tout à l'heure sur la casquette médiateur, mais je voulais poser une question sans aller dans le dialogue. Que dit en gros la loi sur le harcèlement aujourd'hui? Comment on punit une personne, quelles sont les limites? Parce que je pose la question, est-ce qu'un salarié peut se cacher derrière la loi de harcèlement pour ne rien faire?
Absolument pas. Je pense sous le couvert de ma consoeur, mais absolument pas se cacher pour ne rien travailler. Enfin, quand je dis ça... Pas du tout, oui, bien sûr, bien oui. sûr. Donc, on a des législations qui sont différentes en fonction du secteur dans lequel on va évoluer. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté plutôt le harcèlement moral et le Oui. harcèlement au travail sous l'angle du juge administratif. Oui. Donc, on va se baser, bien évidemment, sur le Code de la fonction publique. D'accord. Et on va mettre en œuvre les procédures qui sont développées dans le Code de justice administrative. C'est essentiellement ce que je pratique au cabinet. À côté, vous avez certains indices et certains process qui seront différents lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre les procédés du Code du travail. Donc, législation Code du travail, là, c'est le rapport du salarié avec son employeur classique. Donc, on est dans le Code du travail, la relation entreprise et particulier. Voilà, je cherchais mes mots. Ce qui est sûr, c'est que on va attendre du salarié qu'il puisse démontrer la réalité de ce qu'il avance. D'accord. Et ça, quel que soit le juge devant lequel on est, on va attendre du salarié qu'il puisse démontrer un certain nombre d'éléments, qu'il puisse amener au moins ce qu'on appelle le début de preuve, des indices qui, mis bout à bout, peuvent révéler quelque chose. Mais après, j'ai mis complètement de côté la partie harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel, en dehors de... Voilà, on est sur de la justice pénale avec des sanctions qui sont fixées par le code pénal et par le code de procédure pénale aussi, avec des délais aussi d'instruction beaucoup plus... Alors, on a parlé un petit peu du déroulement de la chose du côté de l'avocat, mais alors du côté du médiateur, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le même process ou bien est-ce qu'il y a un autre process? Parce que concrètement, dans le cas d'une situation de harcèlement moral, comment le médiateur lui intervient? Oui, Caroline va répondre. Oui. Le médiateur, en fait, a besoin de l'aide du tribunal pour un petit peu forcer les portes de l'administration. Sans l'aide du tribunal, et c'est pourquoi les dossiers contentieux spéciaux harcèlement moral au tribunal administratif sont souvent renvoyés sur des structures associatives, dont nous, mais pas que nous. Parce que sans l'impulsion du tribunal, eh bien, c'est un peu le rapport du pot de fer contre le pot de terre. Donc le tribunal est très conscient que l'agent de la fonction publique qui est dans une situation comme ça a besoin de son aide pour ouvrir les portes. Et une fois qu'on a ouvert les portes et qu'on a un contact en interne, parce que c'est très hiérarchisé, qu'on arrive, nous, centre de médiation, à avoir un contact en interne, et bien souvent on est très étonné de voir à quel point on a de l'écoute, on a de l'attention, parce que derrière, il y a le risque du retour au tribunal. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un processus nouveau, mais qui a toute sa place dans le paysage de la fonction publique pour aider les agents. Bon, Marianne, comment on débloque alors les situations de harcèlement au sein des administrations? Parce que le salarié porte plainte, et il y a l'administration au-dessus. Alors comment on arrive à ouvrir, je ne vais pas dire la boîte de Pandore, mais enfin qu'on ouvre au moins, on ouvre un petit peu ce qui se passe pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, c'est presque ça, l'expression la boîte de Pandore n'est pas tout à fait inappropriée en réalité. Et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure ma consoeur. Nous avons effectivement, nous en tant que médiateurs, cette difficulté, c'est-à-dire à qui nous pouvons nous adresser, à quel interlocuteur est-ce que nous pouvons faire appel pour débloquer la situation. Sachant que l'objectif du médiateur, ce sera de mettre en place ou de rétablir, si c'est possible, un dialogue commun, un dialogue respectueux et, si possible, chercher la porte de la bienveillance, chercher la porte de l'empathie pour travailler en interne sans forcément que toute l'administration ou que tout le service ne puisse, ne puisse subir ce qui est en train de se passer en interne. Donc, deux objectifs quand on est médiateur et qu'on travaille sur un dossier au sein d'une administration, la coopération d'abord et la participation active. Quand on parle de participation active, c'est qu'il faut vraiment que ça soit une démarche volontaire. Il faut que ça soit une démarche où les principes fondamentaux de la médiation sont compris d'abord, sont expliqués et nous évoluons dans un cadre qui est extrêmement sécurisant. D'abord parce que nous avons des garanties légales, le secret. Le secret. C'est-à-dire que tout ce qui va se faire dans le cadre de la médiation est absolument protégé par le secret du travail, le secret des échanges, le secret des accords aussi qui peuvent être conclus dans le cadre de la médiation. Le médiateur engage sa responsabilité en cas de divulgation. Le médiateur travaille aussi avec l'avocat, si éventuellement, malheureusement, l'agent a déjà fait appel à un avocat parce qu'il ne sait plus concrètement
à quel saint se vouer, si vous me permettez cette expression-là, parce qu'il subit une situation dont il ne sait pas comment s'en sortir. Donc l'avocat, le médiateur, on travaille en partenariat, où avec ce partenariat, on peut avancer pas à pas. Et protéger les droits de ce fonctionnaire qui est victime de cette situation. D'accord. Donc, Alors, en quelques étapes, comment ça s'organise alors, concrètement? Quelques étapes. Alors, on va commencer par l'écoute. Ça, c'est fondamental. Oui, bien sûr. C'est fondamental. Chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a comme difficulté, qu'est-ce qu'il y a comme ressenti, qu'est-ce qu'il y a comme douleur. En médiation, on peut se dire les choses. On peut pleurer, si toutefois émotionnellement, ça devient... Évidemment. Si émotionnellement, ça devient extrêmement compliqué, il faut que la personne puisse faire sortir sa douleur. Il faut que l'agent puisse dire ce qui ne va pas. Vivre son émotion à fond. Mais bien évidemment. Et ça, vous ne pouvez pas faire ça devant un magistrat, parce que le magistrat n'est pas là pour ça. D'accord. Le magistrat n'est pas là pour ça. La justice n'est pas là pour accueillir vos émotions, à la différence du médiateur qui est formé à ça. C'est pour ça que moi, je fais systématiquement la différence entre la casquette avocat et la casquette médiateur, que je travaille régulièrement avec l'association AMAC. Le médiateur, c'est un petit peu un coach, alors. Je ne sais pas si on peut parler de coach, mais je pose la question à dessein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme formation, les coachs, du coup. Là où tu as raison, c'est qu'on utilise de la matière émotionnelle et on la retraite. Effectivement, on pose de l'inconfort et on s'autorise à sortir finalement du déni pour parler des choses en toute sincérité. Et finalement... Le remède magique un peu du processus de médiation, c'est l'honnêteté. Oui. Si en face on a un responsable de service qui est sincère aussi et qui reconnaît que peut-être à tel endroit c'est pas très lisible ou pas très compréhensible et qu'il peut y avoir des quiproquos, tout devient possible, les portes elles s'ouvrent et on peut protéger la relation de travail en interne. Oui. Si maintenant il y a de la mauvaise foi et qu'on fait comme si tout allait bien et qu'on a un empêcheur de tourner en rond comme agent là, qui veut s'imposer par la force, on n'y arrivera pas. Oui, donc là, voilà. Mais pour finir sur le harcèlement, finalement, ce qui intéressera le tribunal administratif à la fin, c'est soit on se désiste du contentieux parce qu'on a réussi à se mettre d'accord sur une manière de travailler et de fonctionner plus respectueuse de l'un et de l'autre. Voilà, on va avoir un désistement au tribunal et c'est ça qui va pouvoir permettre... de considérer qu'on a une médiation satisfaisante. Par contre, si ça ne marche pas parce qu'il y a de la mauvaise foi et qu'on n'arrive pas à toucher la sincérité des personnes qui sont dans une relation de travail, voilà, eh bien là, on retournera au contentieux et le dossier retournera dans les mains de l'avocat. Oui, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont victimes de harcèlement moral dans les administrations un peu partout, qui vous regardent et qui se disent « Oui, mais combien que ça coûte ?» Je te laisse aborder la partie financière. Oui, la partie financière, il faut quand même aborder la question. Oui. Alors, combien ça coûte ? Le tribunal administratif, en général, alloue une provision qui comprend l'entretien préalable, c'est-à-dire l'écoute, la phase d'écoute et d'accueil, l'entretien préalable de prise de connaissance, plus une réunion plénière. D'accord. Voilà. Et finalement, on va signer quand même avec chacun une convention de médiation où on va fixer le cadre. Il faut se dire que ça coûte 500 € hors taxe par partie pour l'administration et pour le médié qui se sent harcelé. 500 € hors taxe par partie, c'est 100 € de l'heure, c'est-à-dire l'entretien préalable 1 heure, plus 2 réunions plénières. Il faut compter aussi les frais de dossier pour l'association AMAC qui ne sont pas énormes, entre 50 et 80 €. Alors, juste une dernière... Par partie. Oui, une dernière question. Autrement dit, dans le cas de... J'appelle patient, on procède d'une consultation sur le cas de harcèlement moral, le client a intérêt à gagner. Ah ben, je ne sais pas si on peut dire que le client a intérêt à gagner, mais en fait, on y a tous intérêt, en fait. Oui, oui. Parce que l'objectif, c'est après, une fois que le moment douloureux est passé, qu'on a fait part de sa colère, qu'on a fait part de sa douleur... Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de condamnation au bout pour l'administration, pour le harceleur. Non, parce que, voilà, non seulement c'est confidentiel, mais surtout si on a réussi à trouver un accord et qu'on sort de cette situation, on arrivera à se projeter. On sort du conflit, en fait. On sort du conflit, parce qu'il y a un moment où il faut se poser cette question-là. Oui. On a bien crié, on s'est bien énervé, on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, mais après,
comment on se projette, comment on continue à travailler. Demain matin, comment est-ce qu'on continue à évoluer ensemble sur le plan professionnel. Parce que vous n'allez pas faire l'autre disparaître, très concrètement. Oui. C'est-à-dire que dans la profession, enfin, dans ce cas-là, on doit retrouver du vivre ensemble à l'intérieur de... Exactement. Donc il y aura un accord, il va sortir quelque chose qui sera très positif, tant pour la personne qui aura été victime des faits malheureux, que pour le reste du service. Puisqu'on a dit tout ce qu'on avait à se dire. Donc au bout d'un moment, on a épuisé ce qui faisait mal et on passe à autre chose. On est en capacité, mentalement, après avoir fait ce point de bascule, de passer à autre chose. Donc, l'action devant la juridiction administrative, elle sera suspendue le temps de la médiation, cette bulle pendant laquelle, entre parenthèses, on va travailler ensemble. Le délai d'action, ça reste là. Le procès, il reste là. Mais si on arrive à quelque chose de positif, un accord de médiation, on passe à autre chose. Et la juridiction fait que constater que nous sommes arrivés à quelque chose de positif. Mesdames, il est 13h25. On vous remercie pour votre plaidoirie, votre double plaidoirie qui s'est très bien passée. Et j'espère que les gens qui ont pris en cours, qui n'ont pas pris depuis le début, vous avez la possibilité de retrouver ça sur le Facebook de Canal. Et c'est très intéressant parce que les cas de harcèlement sont beaucoup plus fréquents et nombreux qu'on ne le dit. Et souvent, c'est le silence et les gens ne disent rien, ils n'osent pas y aller. Ben voilà, vous avez tous les éléments avec Amac. Alors, rappelez quand même le numéro de téléphone, c'est Caroline qui charge de ça en général. 06 90 98 60 61. Il y a un mail 60. Il y a un mail, c'est amacmédiation tout attaché @gmail.com. Médiation au pluriel ou au singulier? Médiation au singulier. amacmédiation singulier attaché avec un k @gmail.com. Donc après une médiation, on se retrouve dans un hamac. Voilà, l'idée c'est la paix et la sérénité. Voilà, il est 13h27. On prend la deuxième pause pour dernière séquence. On va recevoir Mme Joséphine Nadine, une lycéenne. On va parler de Ma Guadeloupe en richesse pour la jeunesse. C'est un ouvrage qui a été réalisé par Mme Joséphine Nadine. Félicité, professeure, documentaliste, certifiée aux classes, présidente de l'association. Bref, on dira tout à l'heure. À tout de suite. Il est déjà 13h32. On va recevoir dans un instant Joséphine Nadine qui est avec nous. Elle est présidente de l'association Jose la Nature. Bonjour. Bonjour. Elle est accompagnée de Maïla Boulardin. Bonjour. Bonjour. C'est une lycéenne qui a participé à l'époque à ce travail sur Ma Guadeloupe en richesse pour la jeunesse. Et la jeunesse est là. On viendra vers vous tout à l'heure. Pour l'instant, on fait le focus d'abord et après le proverbe du jour. Alors aujourd'hui, comme chaque fois que c'est le cas, on célèbre une date d'indépendance. C'est la date de l'indépendance de Sainte-Lucie, 22 février 1979. Cette île qui, presque 2 fois plus petite que la Guadeloupe, mais déjà indépendant depuis bon temps. Ils ont 180 000 habitants, la capitale c'est Castries. C'est une île que je connais bien, j'ai vécu là pendant 2 ou 3 mois. Et les gens ne meurent pas de faim à Sainte-Lucie. Ils vivent très bien, ils sont indépendants et tout va bien. Bien sûr, il y a des difficultés comme partout, mais enfin, je veux dire qu'ils ont leur drapeau, ils ont leur hymne national, ils ont leur gouvernement et pour mon là, plus qu'en Guadeloupe. Bref, c'était le petit focus sur l'indépendance de la Caraïbe. La semaine dernière, c'était Grenade, on n'a pas eu le temps de le faire. Et donc, 45 ans déjà que Sainte-Lucie est indépendant, alors que la Guadeloupe prépare au mois de juin, 16e congrès d'élus, ou même ça va ça Caraïbe. Bon, bref, on passe à autre chose. Le proverbe du jour. Coco migrage. Mon tantin me dit ça, coco migrage. Alors, vous savez ce que ça veut dire, Joséphine? Coco migrage. Je suis à la bonne école, donc Danick va me dire. Voilà celui ou celle qui te faut. Bon, si tu vois quelqu'un qui te plaît vraiment, coco migrage, oui. Bon, voilà. Proverbe choisi et tiré du livre choisi par Odalia, tiré du livre de Benzo, à l'aise, il ne faut pas les créoles. Bien, un petit sujet. Oui, un petit sujet. On va parler des planteurs de canne qui ont été entendus par les élus. Est-ce que le montant du tonnage de canne va être revalorisé? On va voir un reportage d'Olivier Félix. Mon ressenti, c'est qu'il va falloir qu'on fasse encore des réunions de travail avec les principaux concernés, en l'occurrence l'usinier et l'État,
pour justement améliorer le revenu des planteurs. Aujourd'hui, on n'a pas eu de proposition concrète, en tout cas au niveau des jeunes agriculteurs, concernant le département qui est le plus grand propriétaire foncier de la Guadeloupe, concernant la réattribution des baux qu'il exerce, et au niveau de la région concernant l'aide à la replantation qui tarde à arriver au niveau des planteurs. Il y a une présentation par des experts concernant la récolte, concernant la richesse de la canne, concernant plusieurs critères qui font qu'ils demandent une augmentation de la tonne de canne, ce que nous pouvons comprendre, car on ne peut pas être producteur et ne pas vivre de sa production. Donc nous, aux régions, nous nous sommes engagés à toujours continuer à accompagner ces producteurs sur les aides apportées sur la replantation, sur les aides pour l'entretien, tout ce qui se passe autour de la canne. Le département aussi a maintenu ses engagements au niveau des producteurs, mais surtout voir avec l'usinier et le préfet comment trouver des solutions pour qu'on ne puisse plus avoir chaque année ces problèmes. Il n'est pas normal, je le dis, que l'État puisse accompagner effectivement l'usine et que le prix de la tonne soit aussi bas. Non, soyons sérieux, quand on fait un calcul, ces gens-là sont en train de souffrir. Il est clair, je ne défends pas directement les producteurs, c'est une réalité, il faut qu'on puisse surtout trouver une solution. Pourquoi à La Réunion, les choses se passent mieux et qu'en Guadeloupe, il y a toujours des problèmes. Donc il faudrait qu'on puisse s'asseoir, discuter, trouver des solutions, essayer de leur faire taper du poing sur la table. Personnellement, je suis partisan pour qu'il y ait une refonte du mode de calcul de la canne et qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Donc ça, c'est une première chose. Mais cela va nécessiter un temps. On ne pourra pas régler ce problème juste avant la récolte. Deuxième élément, qui est un partage, qui est un effort qui soit fait par Gardel, qui est un partage donc, du résultat, et ceci dès cette année. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être acté concernant le partage du bénéfice, et ce qui nous permettrait de pouvoir travailler. Aujourd'hui, les planteurs disent que si il n'y a pas tel montant avant le premier, il n'y a pas commencer. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'ils puissent avoir des garanties sur le partage du résultat de cette récolte, premièrement. Et deuxièmement, qu'on puisse engager le processus pour recalculer, pour refonder complètement. Et troisièmement, qu'on puisse voir comment ensemble on peut améliorer le rendement et la richesse. Il y a un côté positif de cette réunion, c'est qu'ils ont compris. Ils nous ont compris. Mais ils ne nous ont pas bien écoutés parce que j'estime que lorsqu'on me demande de continuer à produire à perte, en attendant que les choses s'améliorent, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer. Lorsque M. Mornal me dit, bon, mais si vous arrêtez de produire, tous ceux qui sont autour vont mourir. Mais moi, donc je dois mourir, je dois continuer à mourir pour faire plaisir à une économie de la Guadeloupe. Je suis désolé. Ce n'est pas le rôle du planteur, ce n'est pas le rôle du producteur de mourir pour faire plaisir aux autres. Voilà, effectivement, la canne, c'est une production guadeloupéenne depuis des années, presque des siècles maintenant. Et quand nous sommes dans une situation là, il n'y a pas tient compte de la réalité là. La réalité là, c'est que si on n'a pas travaillé, il n'y a pas de résultat à travailler, on monte de l'argent, alors que les usiniers ont profité. Donc, c'est raison pour lesquelles la situation là, c'est assez bloqué. Pour l'instant, nous allons rester là, nous allons attendre, parce que je dis qu'il y a bloqué la Guadeloupe ces jours-là. Alors Joséphine Rad, je suis en bonheur, en disposition en bicyclette, parce que vous pouvez même payer travailler. Bon, alors, on va parler de Ma Guadeloupe, de cet ouvrage qui est sorti. Mais en fait, avant de parler de l'ouvrage, Joséphine Nadine, il faudrait nous expliquer un petit peu votre engagement dans cet aspect, dans cette vision de la Guadeloupe, c'est-à-dire les mares, l'eau, etc. Depuis ça date de combien de temps? Alors en fait, en 2016, enfin de 2011 à 2018, nous organisions au niveau de l'association un concours jardin sur des thématiques environnementales d'actualité. Et l'eau a été l'une de nos préoccupations. Donc il y a eu un concours jardin, un jardin pour de l'eau, maman de l'eau et pour toute petite taille. Donc c'était avec l'actualité autour de l'eau. Oui. Nous avons réfléchi, nous sommes allés sur le terrain, nous avons parcouru et nous avons découvert les mares. Quand je dis que nous avons découvert les mares étant de la Basse-Terre, donc de la côte sous le vent, la rivière est évidente. Donc aborder l'eau en grande terre, c'était autre chose. Hein? C'était les mares. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment pris notre bâton de pèlerin, on a rencontré les usagers,
les propriétaires et nous avons étudié la mare. Nous avons eu l'opportunité en parallèle de proposer donc ce travail au pôle relais zone humide et c'est de là que tout est parti. Parce qu'on recevait ici il n'y a pas longtemps le président de l'Office de l'eau, M. Laban, il disait qu'il y a un travail qui est fait sur les mares de la Grande Terre notamment. Oui, c'est dans l'émission de l'Office de l'eau. Et donc, en tant qu'association, nous rayonnons autour de tout ça. Donc, nous avons pris notre bâton de pèlerin et avec une promotion d'élèves, on a travaillé en parallèle et ça a donné un livre et il y a aussi des films. Un film documentaire sur les mares. Il y a une série de films animés que j'ai produites. Donc, il y a un travail qui existe, des supports qui existent. Effectivement. Alors, je pose la question à Maïla Boulandin, elle est lycéenne. J'imagine que vous avez dû travailler avec Madame Ladine comme j'étais au collège. Depuis le collège, oui, c'est ça. Comment ça se passait avec elle? On faisait de nombreuses sorties en groupe, donc on était à peu près une dizaine, une quinzaine. Et à chaque sortie, on avait aussi des spécialistes avec nous qui nous expliquaient la biodiversité autour de la mare. Et on a appris beaucoup de choses grâce à ces sorties. Voilà. Vous êtes allé dans le sud, vers Basse-Terre, ou dans Grande-Terre, ou dans les îles? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? On est allé en Grande-Terre, au Sainte aussi. Au Sainte aussi? Et vous n'êtes pas à la Margalante? Si, enfin, on n'est pas à la Margalante, mais je suis d'origine... Oui, on est à la Margalante, je suis d'origine margalantaise, donc j'avais un peu de connaissances sur les mares. Oui. Et qu'est-ce que vous retenez de tout ça, de cette expérience de la 6e au 5e jusqu'à la terminale où vous êtes maintenant? J'ai appris énormément de choses sur les mares, puisque je ne connaissais déjà. Et ça m'a permis aussi de voir les mares autrement. J'ai discuté aussi avec ma famille de ce projet, donc ils m'ont appris aussi des choses sur les mares. Et ça a été aussi un bon projet pour moi parce que ça m'a permis aussi d'être plus à l'aise dans la parole parce qu'on a fait de nombreuses représentations. Et je sais que ça a m'aidé aussi pour mon compte oral vu que je suis en terminale. Donc ça a été une très bonne expérience pour moi. Joséphine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état des mares de la Guadeloupe, enfin du Nord-Grande-Terre? Alors, je n'ai pas fait de terrain depuis quelque temps, mais au moment où j'étais sur le terrain, c'était, je dirais, dommage parce qu'il n'y a pas de loi protégeant les mares en tant que telles. Le terrain est privé, donc la mare est... À l'abandon? Enfin, je ne dirais pas à l'abandon, à la merci du propriétaire. S'il veut boucher la mare, il dispose de son terrain. Et d'ailleurs, il y a une partie, et là c'est en moins, mais là c'est à qui monte, l'eau là c'est à qui monte. Donc. D'accord. Et de l'autre côté, dans le sud Basse-Terre, où il n'y a pas de mare, mais il y a les rivières, quelle est la situation que vous avez découvert à l'époque où vous étiez sur le terrain? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de mare. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes. Oui, il y en a quelques-unes. Et bon, on a fait la comparaison. On se dit que le grand étang compense un petit peu le manque de mare. C'est pas une mare, c'est une mare. Non, c'est un grand étang. Oui. Donc, c'est le plus grand réservoir d'eau douce, naturelle, sur les Petites Antilles. Donc, je vais dire... Mais j'ai appris qu'il y a... J'ai vu des mares à Bouillante. À Bouillante, il y en a? Oui, je les ai vues à Plateau. Ah bon? Et le 2 février, c'était la journée mondiale des zones humides, nous avons fait une rencontre autour des rivières. Demain soir, il y aura une rencontre pour que la mare se dévoile aux participants. Et il y a des gens de Pointe-Noire qui m'ont dit qu'il y avait des mares à l'époque. Alors on dit, yo menez, bon moi, puisque... Non, Danick, c'est la pleine ligne, tout est impossible. Ah bon, d'accord. Je vous dis ça, d'accord. Bon, alors nous venons de ce livre-là. Alors, avec toute expérience, on fait là, vous mettez ça, on fait on filme documentaire, mais on fait surtout un livre. Alors, aussi. Qui destination à livre là, ça? On décide à faire éveiller? Déjà Barion. Oui, merci. Ensuite, j'ai pu. Alors, disons que c'est un aboutissement. Il y a une promotion entre 2011 et 2015 d'élèves, avec laquelle j'avais travaillé sur un dictionnaire du développement durable.
D'accord. Les éléments sont là, malheureusement, à 36e, mon moins dormi, et il y en a toujours. Bon sommeil. Il y en a toujours. Ouais. Donc, avec ces lundis, On prie pour encore. On a décidé de porter mon œuvre. Et on a dit sortir en poche en moi. Oui, on investit personnellement. Vous savez, marqué JLF. JVLF, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. C'est un investissement personnel. Oui, c'est un investissement personnel pour respecter, je dis, les enfants avec lesquels j'ai travaillé. Et donc, il y a chaque petit monde qui travaille trapéon. Mon alentour en nous qui aide nous trapéon. Et là, ça permet moi de porter information, de sensibiliser alentour à la liwandage à l'eau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on fait une série de conférences alentour à livre là ça pour présenter, pour que les gens savent ça, ou bien on va signer dans des librairies qui ont quoi fait? Oui, non, pas ni signature en librairie, c'est plus... Ils sont autrices ou quoi là? Ah ben, si on a dit ça, merci, on attend quand c'est autrice. Oui. Et donc, c'est plus... Là, on a l'opportunité, là, on sollicite l'association, là, dernier des supports, on a pensé quand on est documentaliste, ça arrête les panibités en nous, pour nous travailler, pour cette navire, pour cette savent que... Donc, c'est pour la jeunesse aussi. C'est pour ça, et en radio, demain soir, 2 ou 3 dans ce team-là, qui descendent, ils ont porté expérience à eux, partie à eux, pour nous lire, pour nous débattre en les Guadeloupe. Bon. Alors, en tant que documentaliste, est-ce que le travail est terminé ou bien est-ce que vous n'avez pas encore marre d'avoir des morts? J'en ai pas marre, Dani. En fait, le travail sur les morts, ce travail est terminé, mais un travail qu'on s'appelle Jean Fine parce que toujours ni des gens qui portent, ni qui ne connaissent pas, parce que si même, enfin, le 2 février, nous sommes Pointe-Noire, ben, il y a qu'à attendre. Oui, mais il y a Pointe-Noire. Mais on sait mon Pointe-Noire, Dani. On sait. Ouais. Donc, vous toujours Pointe-Noire. Alors, depuis, il y a des circonstances malheureuses qui font que... tu dois être à Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire. D'accord. Bon. Donc, le travail continue. Alors, et les fleurs? Aussi. Les bouquets de fleurs. Aussi, l'art floral. L'art floral, ça continue aussi? Oui, avec la prise en compte de notre biodiversité. Donc, vous n'êtes jamais fatiguée, Joséphine? Bon, c'est qu'on voit encore tout le temps télé là, au là, ça. Premier rivière gagné Cameroun, radio. Bon. Ça. Mais il y a une dernière chose quand même. Vous allez continuer après, peut-être après le bac, de travailler dans le développement durable, peut-être d'être ingénieur, peut-être, parce que on en a besoin, Guadeloupe. Pas spécialement dans le développement durable, mais dans mes études, je vais toujours penser à ma Guadeloupe, à notre biodiversité et à la mettre en valeur. À la mettre en valeur, d'accord. Bon, mais Joséphine, c'est ce qu'on appelle la transmission. Ben, effectivement, parce qu'en Hakalas, on a pensé qu'il faut en passer le flambeau et on y 2 ou 3 sentinelles. Oui, après, Cynthia, c'est ça? Cynthia, qui est l'étudiante? Alors, c'est elle qui a parrainé le livre. C'est justement, elle est de la promotion du dictionnaire du développement durable qui n'a pas pu aboutir. Il va aboutir ce dictionnaire du développement durable? Alors, en cas de nous sorti fin fait étude ailleurs et nous avons des forces vivantes pour nous faire dictionnaire du développement durable. Sinon, c'est notre DDD. Notre DDD, notre dictionnaire du développement durable. Notre DDD, le D3, voilà. OK. Alors, la manifestation, il y a quelque chose ce soir ou demain? Alors, c'est demain soir, à l'espace Réconciliation, au plein Pointe-Noire. Ah, encore à Pointe-Noire. Alors, j'ai un problème. Ça, non, mais j'ai un problème quand j'entends encore à Pointe-Noire parce que, en tant qu'association, nous avons des partenariats avec certaines institutions et Nyon en particulier. Pourquoi tout putain, c'est toujours abîme, toujours abîme. Toujours la pointe. Nous avons la possibilité, l'opportunité d'avoir un espace à Pointe-Noire, donc nous délocalisons. Ce n'est pas chose facile pour délocaliser la manifestation. Elisabeth est d'accord? Camille est d'accord? Mais monsieur le maire sera là. Il sera là? Oui. Oui, d'accord. Et donc, c'est pourquoi nous sommes à Pointe-Noire pour une série d'animations. Non, c'est la liwandage art. Donc, c'est pour conjuguer l'art et l'environnement, pour que l'art vienne au secours à l'environnement. Alors, je vous donne une petite indication. Est-ce que vous avez contacté Mme Gabon? Guy? Oui. Oui. Parce qu'elle fait beaucoup de choses avec l'art et l'environnement aussi. Et, en tant qu'artiste, elle.
Ben, quand on fait de l'art floral, je pense que c'est aussi de l'art. Bien sûr, c'est de l'art floral, oui. Alors, l'art floral, c'est l'art environnemental par excellence. On utilise les éléments de la biodiversité. Bien. Ben, on vous félicite pour ce travail, pour la Guadeloupe, pour la jeunesse, en richesse pour la jeunesse et pour le pays. C'est important qu'il y ait des gens comme ça qui s'engagent pour des choses positives dans le pays et nécessaires. On vous remercie d'être venu. Oui, merci. Dernier mot. Eh bien, merci. Nous attendons tous ceux, les premiers couchés qui gagnent Gabon parce que l'espace n'est pas très grand. Donc, les personnes du 2 février avaient déjà pris rendez-vous pour laisser 2 ou 3 places pour les nouveaux intérêts, donc autour des marches. Ça se fait où à Pointe-Noire exactement? Alors, c'est l'espace Réconciliation, chemin Milliard à Pointe-Noire. Les plaines Pointe-Noire. Ah, les plaines, ah oui, bien sûr. Bon, non seulement Pointe-Noire, mais les plaines en plus. Bon, d'accord, Ouakaza même. Pardon? Ah, bien, alors il est 12h, non, 13h50, un dernier sujet avec Iman News. Oui, dernier sujet, on va parler de Babette de Rosières et de son festival gastronomique sur Paris. Donc c'est un reportage de Maurice Cessé. La 9e édition du Salon de la gastronomie s'est déroulée au mois de janvier, salon organisé par Babette de Rosières. Pendant 3 jours, il s'agissait de plonger le public du salon à travers un long voyage dans la gastronomie, en passant des Antilles à l'océan Indien et du Pacifique à l'Amérique du Sud. Pour Outre-mer News, Van Danico était sur place pour nous. Babette, comment allez-vous? Toujours aussi ravissante et radieuse, mais un peu fatiguée. Ce salon vous a demandé énormément d'énergie. Expliquez-nous comment. De toute façon, d'énergie, je pense que j'en ai à revendre depuis tout le temps. Parce que pour faire un salon comme celui-ci, c'est 1 an de boulot, 1 an de travail acharné, 1 an de patience, 1 an de sous-entendu, de retenue, de plein de choses. Et retenue, c'est pas moi, je suis pas dans la retenue. Mais quelquefois, je suis obligé d'être dans la retenue. Mais c'est beaucoup de bonheur aussi. Le bonheur de voir comment les gens sont heureux dans ce salon. Puisque c'est pas un salon phare de Paris où c'est un fourre-tout, c'est pas un fourre-tout, c'est vraiment un salon à l'identité de notre peuple, à l'identité de nos Outre-mer. Je suis Franck Lasserre, je suis membre de la gouvernance de la Chambre de métier de la Guadeloupe et nous sommes venus ici en délégation de service puisque chaque fois que nous nous déplaçons, nous représentons la région Guadeloupe qui finance d'abord nos projets et ensuite nous voulons faire savoir au monde entier à travers ce salon de la gastronomie le savoir-faire culinaire de la Guadeloupe, car en Guadeloupe nous avons de grands chefs et nous avons surtout beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier parce qu'ils estiment qu'à travers la gastronomie, on peut faire voyager beaucoup de monde et d'ailleurs ils viennent pour beaucoup chez nous parce que la gastronomie, les mets guadeloupéens sont de qualité. Le patrimoine de la gastronomie des Outre-mer. Ah ben, alors, vous savez, quand vous dites les Outre-mer, vous faites bien de stipuler les Outre-mer parce que chaque Outre-mer a sa spécificité et en Guadeloupe comme ailleurs, c'est le patrimoine culturel. À travers la gastronomie, c'est le patrimoine culturel qui est véhiculé. Comme on dit chez nous, mess et l'habitude, mœurs et habitude. C'est-à-dire comment nous avons l'habitude de manger, comment nous faisons à travers, bien sûr, les fruits et les produits du pays. Donc à travers ce que nous produisons, nous bien sûr cuisinons. Et ça, c'est vraiment c'est spécifique à chaque territoire. Voilà, ça donne fin, puisqu'il est 13h53 et d'ailleurs aussi la fin du ZCL News. On va faire un rappel des titres avec Iman News d'abord. Et très en forme aujourd'hui sur les rimes. Alors aujourd'hui, on a parlé de la visite du président de la CCI France. Donc, il a pu visiter l'entreprise Paradis des Noix, Petit Canal. Nous sommes revenus avec les planteurs de canne qui ont été entendus par les élus et qui sont toujours en attente de solutions. Et on vient de parler de la gastronomie avec Babette de Rosières. J'ai fini de te poser une question. Tu aimes les noix? Oui. Oui. Quand est-ce qu'on va en boîte? Mais non, c'est les noix. Alors, vous pouvez expliquer cette dame. Bref. Bon, je rappelle qu'au début d'une septième, on a reçu Olivier Mounsami, qui est conseiller municipal de la commission communication et protocole
de Port-Louis, mais on a surtout parlé avec lui aujourd'hui des Indiens de la Guadeloupe, de la communauté guadeloupéenne ou de la communauté indienne de Guadeloupe. On a fait un petit peu le point et on aura l'occasion de revenir avec lui. C'est très intéressant. Michael Issa, tyrolien, représentant de l'association Racine, était aussi notre invité et il a donné plusieurs rendez-vous. Je retiens l'élection de Miss Saba. La reine de Saba. Pas Miss, la reine de Saba. Ce sera samedi au Moule. Caroline Alix et Maria-Lie Guyon sont venus nous parler du harcèlement au travail, dans les administrations. Jamais eu d'harcèlement dans votre travail? Mon Dieu. On n'en parle pas aujourd'hui. Et on a terminé avec Joséphine Ladine, la présidente de l'association J'ose la nature, JVLF, avec la production de ce livre, et la jeune Maëla Boulardin, excuse-moi, de Marie-Galante, et qui a participé un petit peu depuis la 6e à ce travail important et gigantesque commencé par Madame Ladine. Sinon, aujourd'hui, on a fait un petit focus sur l'indépendance de 45e anniversaire de l'indépendance de Sainte-Lucie, où il y a 45 ans d'avance en nous. Et encore, ça fait nous déjà rattraper. Et le proverbe du jour, c'était quoi? C'était Coco Migrage. Oui, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'être avec nous tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h à 14h. Bye bye. Merci beaucoup.